La rétinopathie des prématurés, est-ce qu'elle reste toujours un problème? On peut dire que oui, ça ce sont des données de la Banque mondiale. Vous voyez que sur plus de 50 000 cécités dans le monde liées à la rétinopathie des prématurés, on a un grand nombre qui proviennent d'Amérique latine, et la France se situe à peu près au milieu des courbes, et avec un taux de 1,2% de grands prématurés, on a potentiellement 300 à 400 enfants qui pourraient être aveugles chaque année. C'est la première cause de cécité évitable dans les pays industrialisés, alors que vous voyez dans les pays à faible niveau de développement, c'est plutôt les cicatrices cornéennes et les cataractes qui représentent les premières causes de cécité évitable, et à tel point que l'OMS avait édicté dans son plan 2020 la nécessité pour chaque enfant né prématuré de pouvoir bénéficier de l'examen de son fond d'œil. Alors, on a dans la rétinopathie des prématurés trois grandes périodes. La rétinopathie a été décrite initialement par Terry en 1942, et c'est dans les années 50 que l'oxygénothérapie a été mise en cause dans le développement de cette rétinopathie, avec une constatation d'un accroissement de la mortalité périnatale lorsqu'on a commencé à baisser l'administration d'oxygène. Dans les années 60-70, la PaO2 a été monitorée avec une amélioration de la survie, mais une persistance de la maladie. Et dans les années 90, on a quand même assisté à une diminution de l'incidence, en tout cas dans nos pays développés, mais cette incidence se maintient malgré tout du fait de la survie de prématurés de poids de plus en plus petits, malgré l'amélioration de la réanimation avec l'utilisation de surfactants et de corticoïdes qui donc améliore un petit peu nettement la prise en charge de ces prématurés. On a malgré tout, du fait de ces petits poids qui survivent, une persistance de la maladie. Alors comment ça se passe? Ici vous avez la photo d'un fond d'œil normal avec le nerf optique et les vaisseaux qui partent du nerf optique. Et donc ces vaisseaux vont se développer de façon centrifuge à partir de ce nerf optique, qui vont se développer de façon équilatérale vers la partie nasale et vers la partie temporale. Vous avez ici le centre de la rétine qu'on appelle la macula, qui est la zone déterminante très importante de la rétine qui permet de donner l'acuité visuelle en dixième, le reste de la rétine étant plutôt utile pour le champ visuel. Et dans la rétinopathie les vaisseaux vont se développer de façon centrifuge à partir de la papille, ce qui va déterminer les zones. Et chez le prématuré, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir, du fait de l'administration d'oxygène, une diminution du stimulus de développement de l'angiogénèse, avec un arrêt donc, du développement vasculaire, et puis à l'arrêt de l'administration de l'oxygénothérapie, donc c'est le modèle, disons, expérimental qui s'en rapproche le plus. À l'arrêt de l'administration d'oxygène, on va avoir une hypoxie relative avec une sécrétion de facteurs angiogéniques qui va entraîner un développement extrêmement important et anarchique des vaisseaux à la surface de la rétine. Et vous voyez, on va avoir des vaisseaux qui sont extrêmement dilatés, qui vont développer de façon très importante, notamment au niveau de la bordure rétinienne, pour éventuellement aboutir, dans les cas les plus sévères, à un décollement de rétine du fait de ces vaisseaux pré-rétiniens qui se sont ensuite contractés et qui ont entraîné un décollement de rétine tractionnel. Donc si on essaye d'analyser un petit peu plus la
représentation clinique de cette rétinopathie et la classification de la rétinopathie va permettre de définir à la fois le statut vasculaire et l'état de développement des vaisseaux, la localisation, donc les 3 zones qui vont être concentriques autour du nerf optique, l'étendue de cette rétinopathie et le potentiel évolutif, c'est vraiment le caractère actif ou pas de cette rétinopathie. Donc le développement vasculaire en zone, vous l'avez vu sur la photo tout à l'heure, donc on définit 3 zones, la zone 1 étant la plus postérieure autour du nerf optique, et de façon pratique, en fait, c'est la zone qui est vue avec la lentille, avec une lentille d'ophtalmoscopie indirecte de 28 ou de 30 dioptries. Donc quand on centre le champ sur le nerf optique, ça va être la zone de rétine qui va être visible avec cette lentille. Et puis, donc la zone 2 qui va s'étendre jusqu'à la périphérie nasale, et la zone 3 jusqu'à la périphérie temporale qui est la plus distante. En ce qui concerne l'état vasculaire de cette rétinopathie, on va là définir 5 stades. Le stade important, c'est l'apparition de ces néovaisseaux à la surface de la rétine. Là, on n'aura plus un développement vasculaire intrarétinien, mais un développement vasculaire qui devient pré-rétinien, extra-rétinien, et qui, lui, va exposer à ce moment-là, en cas d'évolution et en cas d'extension importante, à un décollement de rétine, soit partiel dans les stades 4, soit total dans le stade 5. Donc, juste pour vous illustrer ça, vous avez ici un stade 2 où, vous voyez, on voit une ligne blanche ici, et qui est un peu épaissie quand on la regarde en ophtalmoscopie indirecte. Ça correspond à un petit bourrelet qui est un bourrelet de néovaisseaux intrarétiniens. Vous voyez, les vaisseaux se sont développés et s'arrêtent au niveau de cette ligne, avec la zone périphérique à cette ligne qui est complètement avasculaire, sans vaisseau. Et puis au stade ultérieur, on n'a plus seulement un bourrelet avec une vascularisation intrarétinienne, mais on voit ici, vous voyez, des zones saumonées un peu en arrière de ce bourrelet et qui sont des néovaisseaux extra-rétiniens qui se développent en avant du plan rétinien. Vous notez également que les vaisseaux, vous voyez, sont assez congestifs. Un autre exemple de stade 3, vous voyez, un bourrelet avec en arrière de ce bourrelet ces néovaisseaux qui sont actifs et qui signent le stade 3. Là, la rétinopathie est assez postérieure. Vous voyez, on est assez proche du nerf optique dans la partie nasale. Donc on est en zone 1, donc c'est une forme postérieure. Un stade plus évolué, ces vaisseaux se sont contractés, la rétine commence à se soulever. On a ici un décollement de rétine avec des dépôts, ces zones blanchâtres sont des dépôts sous-rétiniens, et puis dans les stades les plus évolués, qui sont les stades les plus sévères et qui sont très tournants dans le pronostic anatomique et fonctionnel, avec un décollement de rétine total qui peut prendre plusieurs aspects. Un aspect, et puis ici on a un décollement de rétine partiel, mais avec un gros pli rétinien. Évidemment, le pronostic fonctionnel de ces formes-là n'est pas bon du tout. Et puis l'autre critère fondamental de l'analyse de cette rétinopathie, c'est le côté angiogénique, l'évolutivité, le potentiel de ces rétinopathies. Ça a été défini par ce qu'on appelle un stade plus. Donc le stade plus, il est défini au niveau du nerf optique. Vous voyez ici dans cet exemple-là, les vaisseaux sont extrêmement dilatés et tortueux. La définition stricte du stade plus, c'est une dilatation des veines et une tortuosité des artères. Et cet élément-là est défini au niveau du nerf optique et on considère que c'est un stade plus quand c'est sur plus de 2 cadrans au niveau du nerf autour du nerf optique. Le seul problème de cette définition du stade plus, c'est que c'est comparé à une photographie de référence, et pour l'instant, on n'a pas de critères objectifs et quantitatifs pour définir le stade plus.
mais on ne désespère pas d'y arriver dans les années qui viennent. Alors, le traitement de la rétinopathie a longtemps été la cryothérapie, c'est-à-dire que l'objectif c'est de traiter les zones qui sont non vascularisées, de les détruire pour limiter la sécrétion des facteurs angiogéniques. C'est un peu comme dans la rétinopathie diabétique. Donc on a longtemps utilisé la cryothérapie, seulement ça a entraîné des myopies, des inflammations, c'est assez inflammatogène, et puis des rétractions secondaires avec des ectopies de la macula. Donc le traitement de référence de la rétinopathie prématurée est le laser. Donc la cryothérapie avait montré donc, dans les années 80 son efficacité avec des études qui ont été extrêmement bien menées, qui ont été une référence dans les études cliniques d'ailleurs. Et donc vous voyez ici l'effet de la cryothérapie sur donc une étude qui analysait une quinzaine on avait un groupe de 15 enfants traités par cryothérapie et un autre groupe traité par laser. Vous voyez la différence entre la myopie. Donc la myopie, ça s'exprime en dioptrie négative. Et donc dans le groupe traité par cryothérapie, une myopie moyenne de l'ordre de -8, alors que dans le groupe traité par laser, une myopie moyenne de l'ordre de -4,5. Avec l'ectopie maculaire, c'est-à-dire que ça veut dire que la zone de rétine centrale n'est pas tout à fait à sa place, elle est déplacée en temporale du fait de la rétraction et des néovaisseaux temporaux qui vont tirer sur la rétine. Donc voilà, donc anatomiquement, le laser est très efficace et aussi efficace que la cryothérapie, avec moins d'effets secondaires, moins de conséquences anatomiques. Et tout ceci se traduit évidemment par une meilleure acuité visuelle dans le groupe traité par laser comparé au groupe traité par cryothérapie. Donc la différence, si vous voulez, entre le traitement par laser et le traitement par cryothérapie était telle qu'il n'y a pas eu besoin de mener les grandes études qui ont été menées, de refaire les grandes études qui ont été faites pour la cryothérapie pour prouver que c'était aussi efficace. Donc le traitement de référence est maintenant le laser. Quand faut-il faire ce traitement? Et ici, vous avez le tableau de résultats, vous voyez jusqu'à 10 ans des groupes traités par cryothérapie versus le contrôle. Vous voyez déjà qu'à 10 ans, on a pratiquement la moitié des yeux qui ont été traités par cryothérapie qui ont eu un effet positif et qui ont guéri. Donc ça, c'est évalué en termes de survie, donc c'est le pourcentage d'échecs anatomiques. Vous voyez, dans le groupe contrôle, il y en a la moitié qui vont évoluer défavorablement. Ça a été la définition du stade auquel on traitait ou pas ces enfants. Et dans le groupe traité par cryothérapie, il y en a 27% qui ont été évalués défavorablement. De la même façon, on évalue l'acuité visuelle et une acuité visuelle inférieure à 1/10. Vous voyez que dans le groupe contrôle, il y en a 62% qui ont une acuité inférieure à 1/10, dans le groupe traité, que 45%. Donc, vu l'efficacité de la cryothérapie, l'efficacité du laser, on s'est dit, est-ce qu'il ne faut pas les traiter un peu plus précocement pour essayer de encore avoir des meilleurs résultats? Et c'est l'étude qui est parue en 2003 qui a établi les références de traitement dans la rétinopathie des prématurés et qui a montré que quand on les traitait plus précocement, on arrivait encore à réduire de 50% le taux d'échec anatomique et le taux de perte fonctionnelle. Donc c'est devenu la référence dans l'indication de traitement, c'est les données de l'Euthera Study qui est sorti en 2003, qui fait maintenant la référence. Donc l'objectif, c'est
de dépister les rétinopathies à un stade où le laser va pouvoir être appliqué et permettre d'obtenir une guérison. Donc on a ici un stade 3 typique, et puis on va faire du laser. Ici vous avez les cicatrices fraîches de laser. Ensuite un autre enfant vous voyez les cicatrices à distance avec une régression complète du bourrelet et des néovaisseaux prérétiniens. Donc le laser est extrêmement efficace. Vous avez ici un exemple de la façon dont on applique le laser. C'est un enfant qui avait une rétinopathie avec un stade 3 débutant. Donc ici, il est réalisé par ophtalmoscopie indirecte. Il peut aussi être réalisé en appliquant le laser à travers un microscope. Et vous voyez, ça c'est quelques semaines plus tard, la zone de rétine centrale est tout à fait préservée. L'acuité visuelle de cet enfant va être tout à fait normale et qui est bien et qui est bien à sa place. Donc, alors le laser peut être un peu douloureux. Oui, on peut être amené à indenter un petit peu l'œil, donc on le fait sous anesthésie générale. Et donc l'objectif, c'est de dépister ces cas-là, de les traiter au laser, mais vous voyez que le laser, vous voyez que c'est une rétinopathie extrêmement active. Le laser va avoir 90% d'efficacité, mais dans certains cas, si la rétinopathie est très importante et notamment postérieure, on va avoir, malgré un traitement efficace, une rétraction de ces néovaisseaux et un déclenchement de rétine qui va apparaître. Donc le problème de la rétinopathie peut rester ces formes postérieures agressives, où en fait la rétinopathie est très proche du nerf optique, avec des vaisseaux extrêmement congestifs, une rétinopathie très active. En fait ici il y a des anastomoses et ça prend un aspect un petit peu plus important que dans la rétinopathie classique, plus périphérique. Et dans ces cas-là, le laser ne marchait pas très bien, ou nécessite, si vous voulez, une photocoagulation très extensive avec un résultat très net qui ne va pas être bon. Et c'est en 2011 l'étude qui était parue dans le New England sur l'utilisation des anti-VEGF dans la rétinopathie des prématurés, qui va nous apporter une réponse à ces cas difficiles. Et vous voyez ici, par exemple, dans le groupe traité par laser, vous voyez les cicatrices de laser périphérique, donc c'est une rétinopathie très postérieure, mais la macula est là, donc les cicatrices sont très très proches. Donc c'est un problème en termes de résultats fonctionnels anatomiques, alors que dans le groupe, pour un œil à peu près similaire, traité par injection d'anti-VEGF, on va avoir la poursuite quand même d'un développement des vaisseaux vers la périphérie de la rétine et finalement une évolution anatomique assez favorable. Donc cette étude a marqué un vrai tournant dans la prise en charge de la rétinopathie des prématurés, notamment dans ses formes postérieures, en posant toutefois beaucoup de questions et d'interrogations auxquelles pour l'instant on n'a pas répondu de façon franche. Le problème de l'injection des anti-VEGF, c'est le taux sérique des anti-VEGF qui va s'élever dans le sang, et le taux de VEGF sérique qui baisse de façon assez prolongée, puisque ça va même au-delà de 2 semaines. Il n'y a pas de données précises de pharmacocinétique. Et le VEGF, vous savez tous, est impliqué dans la maturation neuronale et aussi dans la maturation pulmonaire. Donc il n'y a pas de... donc, il n'est pas encore précisé quelle dose il faut utiliser. Des études ont montré que même 1/10 de la dose pourrait être efficace dans la rétinopathie prématurée. Est-ce qu'il faut la répéter? Et à quel moment exactement?
Donc, le laser reste le traitement de référence, notamment dans les rétinopathies les plus périphériques, et les indications actuelles sont les indications de Early Treatment Retinopathy Study, donc avec des stades qui ont un risque d'évolution défavorable qui est supérieur à 15%, donc stade 3 postérieur, ou bien plus périphérique avec l'existence d'un stade plus signant l'activité et l'évolutivité de cette rétinopathie. Si on a raté le dépistage, c'est-à-dire s'il n'a pas été effectué à temps et que l'enfant a développé une rétinopathie, ou bien donc dans les formes postérieures, on peut avoir malheureusement une évolution vers des chondromatines. Et ça signe un tournant dans le pronostic fonctionnel anatomique, comme je vous disais, puisque le traitement va devenir chirurgical et va nécessiter la réalisation d'une vitrectomie. Alors les techniques de vitrectomie se sont améliorées, on utilise des instruments de plus en plus fins et on peut aussi faire des vitrectomies chez le nouveau-né sans toucher au cristallin, et ça donne de très bons résultats en termes de réapplication anatomique. On arrive à 90% de réapplication, mais avec des résultats fonctionnels qui vont être nettement moins bons. Si vous avez des exemples, par exemple, de stade 5 qui ont été traités par vitrectomie, alors on a une amélioration anatomique. Alors dans ce cas-là, il y avait une opacité cornéenne, c'était le même enfant. D'un côté, il avait la cornée claire, de l'autre côté, il avait une opacité cornéenne. Du côté de la cornée claire, on peut faire une vitrectomie sans enlever la cornée. Du côté de l'opacité cornéenne, on est obligé d'enlever la cornée, de traiter le décollement rétine, de remettre la cornée. Vous imaginez, c'est des chirurgies qui sont lourdes, avec, vous voyez, des résultats anatomiques qui sont partiels, hein, c'est-à-dire que la rétine se réapplique, mais elle est toujours un petit peu remaniée, évidemment, le pronostic fonctionnel n'est pas bon. Vous avez ici des exemples après chirurgie. Ici, c'est un enfant, vous voyez, qui garde une rétine réappliquée avec des vaisseaux perméables visibles, donc l'acuité visuelle est de l'ordre de 1/10. Ici, vous voyez les énormes remaniements sous-rétiniens avec peu de vaisseaux perméables, et là, la vision va être extrêmement limitée. Ici, la rétine est réappliquée, mais le nerf optique est très excavé puisque l'enfant a développé un glaucome secondaire, donc le résultat n'est pas très bon. Ici, la rétine, c'est que partiellement réappliquée avec un pli sec qui persiste. Et là aussi, la vision ne va pas être très bonne. Donc on arrive à des résultats anatomiques plutôt bons avec 70% de réapplication, mais des résultats fonctionnels qui sont limités. Donc l'objectif vraiment de la prise en charge, c'est de les dépister au bon moment pour pouvoir les traiter au laser et éviter le décollement rétine. Les facteurs de risque, je n'insisterai pas parce que je pense que Naël va vous en parler plus largement, mais évidemment c'est la prématurité et le faible taux de naissance. L'oxygénothérapie prolongée, c'est surtout un problème maintenant dans les pays émergents où le contrôle de la saturation d'oxygène n'est pas bien donné. Il faut ensuite suivre ces prématurés puisqu'ils sont à risque de développer une myopie, un strabisme, des troubles neurovisuels. Donc il faut les suivre à long terme et en général donc on les voit à 1 an, à 3 ans, à 6 ans. Ils ont des altérations du champ visuel qui ne sont pas que liées au traitement ou à la rétinopathie des prématurés. Donc ils peuvent être aussi avoir des troubles fonctionnels qui peuvent nécessiter la rééducation. Voilà. Donc l'évolution de la rétinopathie, si elle n'est pas dépistée et traitée à temps, est vraiment gravissime. Le traitement au stade 3 est efficace dans la majorité des cas. Les anti-VEGF ont permis d'apporter une réponse dans les formes très actives et très postérieures, et la chirurgie reste palliative. Pour l'instant, l'utilisation des anti-VEGF est prudente et elle est réservée vraiment aux rétinopathies très actives ou bien rétinopathie quand les enfants ne peuvent pas être traités au laser ou endormis, ils sont très fragiles. Mais ce n'est pas un traitement qui doit être généralisé pour l'instant en attendant d'avoir des données.